Kar tanesi gibi nazlı, kuş kanadı gibi kırık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Kalbimi gömdüm toprağa, ıhlamurlar kan ağlat. Nasıl bir vedadır bu ya, gözyaşın gözümden damlat. Nasıl bir vedadır bu yar, gözyaşın gözümden damlat. Dillerim lal dokunmayın, aşkı bende sokulmayın. Başımı bana eğdirdi, bu yarayı kanatmayın. Başımı yere eğdirdi, bu yarayı kanatmayın. El yastığı yaban gelmez mi? İçin benim kadar üzülmez mi? Her dünyada ahım peşinde, aşkın bana hesap vermez mi? Her dünyada ahım peşinde, aşkın bana hesap vermez mi? Kar tanesi gibi nazlı, kuş kanadı gibi kırık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Yar tenine haram değdi, zamansız bu ayrılık. Kalbimi gömdüm toprağa, ıhlamurlar kan ağlat. Nasıl bir vedadır bu ya, gözyaşın gözümden damlat. Nasıl bir vedadır bu yar, gözyaşın gözümden damlat. Dillerim lal dokunmayın, aşkı bende
sokulmayın. Başımı bana eğdirdi, bu yarayı kanatmayın. En fait, la liste des composantes de ce syndrome métabolique, la liste est longue, voire impressionnante. Elles ne font pas toutes partie associées aux critères de définition. Quelle est la pathogénie de ce syndrome métabolique? En fait, à l'origine de ce syndrome, de ces anomalies émergentes, l'insulinorésistance est impliquée comme étant un des principaux mécanismes sous-jacents. On sait également qu'à l'origine du syndrome métabolique est associée ou sont associées l'obésité de type central et l'insulinorésistance. Les conséquences du syndrome métabolique sont doubles, redoutables et dévastatrices. En effet, ce syndrome métabolique est caractérisé par la survenue fréquente, c'est un état pathologique, caractérisé par la survenue fréquente du diabète de type 2 et d'anomalies ou d'affections cardiovasculaires. En fait, c'est ça qui va faire le pronostic de ce syndrome métabolique. Autre aussi constatation, c'est que l'obésité et le diabète de type 2, qui constituent le syndrome métabolique, va changer notre vision quant à les différents syndromes ou les différents facteurs de risque qu'on connaît, et surtout va changer notre conception dans leur prise en charge. Qu'est-ce que le syndrome métabolique? Ce qu'il faut savoir, c'est que le concept de syndrome métabolique existe depuis plus de 80 ans. En effet, durant toutes ces années, de nombreux auteurs se sont attelés à essayer de l'identifier et d'élaborer une définition, d'essayer de rassembler des critères qui permettraient de le définir. Mais toutes ces tentatives se sont avérées être infructueuses. Et ce n'est que récemment, au cours des dernières années, parce que certaines sociétés savantes ont pris l'initiative d'essayer d'élaborer et de définir ce syndrome métabolique, qu'on a essayé de voir plus clair. En effet, le syndrome métabolique, comme vous allez le constater, est une histoire fascinante. Bien que la connaissance du syndrome métabolique soit relativement récente, il y a déjà 250 années qu'un anatomiste italien, Morgagni, a mis en exergue une certaine association, donc qui ce sont des composants cliniques et paracliniques qui associés entre eux un type d'obésité viscérale, d'hypertension artérielle, un état d'athérosclérose, une hyperglycémie et des troubles fréquents de la respiration et du sommeil. C'est avec Quina, en 1923, que l'entité syndrome a été pressentie devant l'association d'une hypertension artérielle, d'une hyperglycémie et d'une goutte. Permis de dire qu'en fait, l'obésité androïde était la condition la plus associée à la survenue d'un diabète de type 2 et de maladie type 2 et maladie cardio et obésité donc androïde étant les éléments clés du syndrome métabolique. Avec Mondin a essayé, la relation de ce syndrome avec l'insuline n'a été évoquée que 30 années plus tard après Weber, lorsque Mondin a repéré d'une obésité et d'une diminution de la tolérance au glucose. La présence, souvent simultanée, de l'ensemble des 60, parce que le risque de maladie coronaire a été décrit chez les personnes atteintes de l'ensemble de ces troubles
faut attendre 1988 avec Raven, qui a dénommé en syndrome X un certain nombre d'anomalies, un certain nombre d'anomalies au cœur desquelles viennent donc les troubles de la tolérance, n'étaient pas nécessaires comme critère de définition de ce syndrome métabolique. Toujours en 1988, l'insensibilité à l'insuline qui provoque une forte hausse du taux d'insuline dans le sang était reconnue responsable de cet ensemble de conditions. Et de ce fait, l'hyperinsensibilité, plutôt l'insensibilité à l'insuline, constituait un important facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Toujours avec Raven, et suite aux travaux préliminaires de Jean Vague en 1987, c'est Raven qui introduit la notion, le concept de syndrome X. C'est ainsi qu'il agrège en un seul syndrome l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire qui étaient connus, au premier plan desquels étaient l'hyperinsulinémie et l'insulinorésistance. Mais il faut savoir que toujours à cette phase, l'obésité abdominale, plusieurs années plus tard, on a défini une entité unique, était appelée syndrome. Indifféremment, l'insulinorésistance métabolique ou syndrome plurimétabolique ou métabolique cardiovasculaire, selon que l'on s'intéressait à sa cause, à son phénotype ou bien à ses conséquences. Mais ce qui est certain, c'est que quelle que soit la dénomination, ce syndrome regroupait un ensemble d'anomalies qui étaient bien définies. Donc on voit les différentes appellations a suscité certaines imprécisions et qu'on peut effectuer auprès de nos amis généralistes dans différents pays. Seul 1% de ces praticiens étaient susceptibles de citer les 5 américaines, NCEP, ATP 3, DESIR et puis l'IDF. Toutes ces définitions prennent en considération l'association de plusieurs anomalies métaboliques qui, plus que le niveau de chacune, c'était plutôt leur association qui favorisait la survenue de pathologies graves, comme la maladie cardiovasculaire ou le diabète de type 2. Enfin, il faut savoir que les principales sont celles de l'OMS, celles de l'EGIR, l'américaine et celle de l'IDF. Alors, on va commencer par la première, et c'est celle de l'OMS, qui a été donc suggérée par un ensemble d'experts épidémiologistes. Elle a été suggérée en 1998 et revue, reconsidérée une année plus tard. Donc cette définition, le premier critère indispensable à la définition était l'existence d'un trouble de la tolérance glucidique. Il fallait que le sujet soit diabétique de type 2 ou bien qu'il présentait une hyperglycémie. Pour ceux qui n'avaient pas ces troubles de la tolérance glucidique, on exigeait une preuve, il fallait mettre en exergue l'hypersensibilité à l'insuline. Or, pour pouvoir mettre en exergue cette hypersensibilité à l'insuline, ceci exigeait plusieurs techniques qui sont très coûteuses et qui ne sont pas du domaine pratique, c'est surtout, elles rentrent dans le cadre de la recherche. Donc, c'était la première imperfection. Et de ce fait, elle était d'applicabilité, d'acceptabilité difficile. Et il faut savoir que, associé à ce critère, il fallait des 4 composantes donc, suivantes. Une autre imperfection, c'est que l'obésité était définie par l'IMC. Or, on sait que l'IMC, à l'heure actuelle, était moins fiable que la mesure du tour de table. Une autre imperfection, c'était la détermination de la microalbuminurie. On sait que cet état était beaucoup plus rare chez les populations non diabétiques, donc on ne pouvait pas le mettre en critère de définition. Et puis, cette définition s'intéressait beaucoup plus aux troubles de la tolérance glucidique, donc à l'insulinorésistance, et puis à l'insulinorésistance. De ce fait, elle était utile pour les épidémiologiques pour éventuellement prévenir l'apparition du diabète de type 2. En 1999, la classification européenne EGIR, celle-là aussi
elle est aussi imparfaite que celle de l'OMS. On voit qu'elle aussi, elle exigeait une insulinémie à jeune, donc pratique difficile à faire. Et même si on a évolué un peu dans le temps, parce qu'à côté de l'inémie, n'est qu'un composant parmi les 5 composants. Et pour pouvoir poser le diagnostic, il fallait 3 composants sur les 5. Donc en fait, c'est une définition qui est beaucoup plus simplifiée que les 2 précédentes, de pratique, dans la pratique quotidienne et même dans la recherche, elle était beaucoup plus facilement applicable. Et cette dernière définition s'intéressait beaucoup plus aux désordres tensionnels et lipidiques, et de ce fait, elle intéressait beaucoup plus les cardiologues dans le but de prendre en charge les anomalies cardiovasculaires secondaires. En 2005, cette définition a été révisée, et vous voyez qu'en plus des critères de médicaments qui étaient considérés critères au même titre que les anomalies biologiques ou par exemple une hypertension associée. D'autres définitions ont été proposées. Ces définitions venaient compliquer la possibilité d'une définition internationale acceptée, créer une grande confusion. Vous voyez que même si il y a par exemple, la notion de traitement a été introduite pour les GIR. Vous voyez que le tour de taille était différent sur une définition ou une autre, les chiffres tensionnels aussi. Donc, c'était critères ou bien seuil critique utilisé. Quelle est la définition? Ou plutôt, quelle est la bonne définition? Ou quelle référence choisir? Est-ce que c'est celle d'OMS, l'américaine, l'européenne ou autre? Et nécessité d'une définition standard. La Fédération internationale sur le diabète reconnaît le besoin urgent de rationaliser l'éventualité. Et l'heure du consensus étant arrivée, ce fut à Berlin en 2005, à l'occasion du premier congrès international sur le prédiabète et le syndrome métabolique, et où l'IDF propose des critères de définition très simplifiés. Parmi les critères de définition, l'obésité centrale était une condition plus qu'indispensable auquel s'associaient 2 anomalies. Le congrès de septembre 2006 en Afrique venait encore renforcer cette idée. Le problème qui se pose de taille selon les différentes ethnies. Et on sait à partir de certaines études qu'il y avait une valeur du tour de taille à partir desquelles survenait le risque, où il y avait un risque accru de survenue de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Et que ce tour de taille était variable selon les ethnies considérées. Et il y a 4 populations où ce tour de taille était mis en exergue: européenne, sud-asiatique, chinoise et japonaise. Il y a certaines populations qui utilisaient donc les résultats obtenus par rapport à ces populations, et c'était surtout les valeurs européennes qui étaient utilisées. Alors, quel est l'impact de la nouvelle définition qui est unique, qui est issue d'un consensus, donc on n'a plus à la mettre en critique si on veut? Elle est d'applicabilité facile en pratique clinique, elle permet de mieux évaluer la prévalence du syndrome métabolique, et elle évite d'avoir à faire des évaluations qui ne sont disponibles comme milieu de recherche, parce que les critères utilisés sont des critères cliniques. Et puis, elle facilite sa comparaison entre les différentes nations. Celle de l'IDF. En fait, les facteurs ou les critères de définition sont strictement identiques. Ce qui différait, c'était les valeurs du tour de taille et puis de la glycémie. Vous voyez que l'une et le seuil glycémique était beaucoup plus bas dans l'une par rapport à l'autre, même si secondairement, pour la TP3, ce seuil était revu à la baisse. Alors, en ce qui concerne l'obésité, du point de vue de l'IDF, on sait que l'obésité abdominale, bien plus que l'obésité, est au cœur du syndrome métabolique. En fait, c'est la clé du problème. C'est à partir de l'obésité, du diagnostic du syndrome métabolique. Son dépistage est simple, il suffit de mettre pratiquement pas de coup, et c'est praticable partout dans le monde. Il faut savoir que
Pour l'ATP3 et les GIR, ce tour de taille est variable suivant le sexe, mais il est identique quel que soit l'ethnie. Il n'y a que pour l'IDF où ce tour de taille est aussi bien variable selon le sexe, mais aussi variable selon les ethnies. C'est la seule qui avait fait un travail dans ce sens. Alors, l'importance du trouble du tour de taille est fonction de l'importance de la graisse à toutes les anomalies. On a longtemps considéré l'adipocyte comme étant une simple glande de stockage de la graisse. Et aujourd'hui, on y revient. C'est en fait une véritable glande endocrine. Et cette obésité endoïde est de plus en plus fréquemment observée dans le monde, aussi bien chez le sujet adulte que chez un enfant. Elle se voit dans un quart de la population adulte en France. L'obésité, associée à la sédentarité, sont à l'origine de ce syndrome métabolique. Le syndrome métabolique qui est le grand pourvoyeur de l'État, qui est le diabète de type 2. Et on sait que dans 75% des cas, c'est notre façon de manger, c'est les aliments riches en teneurs énergiques qui sont à l'origine de toutes ces anomalies. Et on voit l'évolution au cours des temps, au cours de ces 20 dernières années. Par exemple, le même paquet de chips passe de 210 calories à 610. Vous voyez que pratiquement la quantité ou la valeur énergétique est presque multipliée par 2 en 20 ans. On connaît tous les complications de l'obésité. Obésité artérielle, le diabète et les affections cardiovasculaires. Il y a d'autres anomalies qui sont aussi bien de mauvais pronostics. Le syndrome métabolique, jusqu'en 2008, toutes les définitions proposées sont arbitraires. Certains facteurs de risque cardiovasculaire sont exclus. En effet, on n'a pas tenu compte du tabagisme, on n'a pas tenu compte de la table nationale sur le diabète, qui est la classification seule utilisée dans le domaine de la recherche. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que même ces derniers temps, le syndrome métabolique reste très contesté par certains. Pour certains, il s'agit d'une construction artificielle inutile aux soins. Et pour d'autres, et pour la majorité d'entre eux, il s'agit d'une constellation d'anomalies métaboliques en rapport avec l'insulinodésistance qui aboutit à des constatations indiscutables, telles que l'augmentation du risque. Ça reste également un outil de soin et une valeur d'alerte et d'exigence thérapeutique. Le concept doit permettre à l'avenir de mieux comprendre certaines conditions. Je vous remercie. Merci, professeur Berthelati, pour ces précisions et ces informations. Lumière, s'il vous plaît. Je remercie le professeur Berthelati pour cette histoire formidable. Je voudrais revenir sur l'hyperglycémie. Vous l'avez cité dans l'histoire, mais finalement, on ne la retrouve plus après. Est-ce qu'il faut rendre compte qu'il faut la contrôler de temps en temps ou est-ce qu'il faut l'oublier? Alors, dans tout on l'a cité, et j'ai terminé par la conclusion, beaucoup de facteurs, aussi bien cliniques que biologiques, où on n'y a pas tenu compte. L'hyperglycémie reste un facteur de risque cardio. Bon, nous, on applique chez l'homme 102, chez la femme 88. On parle d'un tour de taille élevé, une obésité abdominale. Quelle est la conduite à tenir? Si c'est un syndrome métabolique, il faudrait exiger l'association d'autres critères. Maintenant, traiter uniquement sur le tour de taille, non. On peut
conseiller aux malades de maigrir parce qu'on sait que qui dit tour de taille élevée, dit graisse intra-abdominale importante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui est à l'origine de l'insulino-résistance et puis de l'installation du diabète de type 2 et des affections diabète de type 2, hypertension artérielle et puis affection cardiovasculaire. Donc, tour de taille élevée, isolé, il faut conseiller hygiène de vie, règles d'hygiène-diététique, mais sans plus, sauf si à ce tour de taille, il y a d'autres anomalies cliniques ou paracliniques qu'il faut traiter, et là, on intervient. Pathologie. Les sociétés savantes, surtout chez nous en Algérie, doivent faire pression sur les autorités pour qu'ils construisent plus de stades que de cliniques. Donc, quelle est l'attitude à prendre par les sociétés? Les médecins doivent les inciter à prendre cette attitude. Oui, le médecin a beaucoup à faire, mais il n'y a pas que le médecin. Et le médecin lui seul, il n'est pas écouté. On a beaucoup exigé que, par exemple, le ministère du Commerce un petit peu se mêle, que le ministère de la Population se mêle. On voit de plus en plus, malgré les résultats d'enquêtes et d'études, même effectuées chez nous en Algérie, nous aussi, on a beaucoup d'obésité chez le jeune. Et qui dit obésité chez le jeune dit prise en charge du diabète de type 2 et des complications cardiovasculaires. On va avoir à gérer des cécités chez le jeune, on va avoir à gérer des maladies cardiovasculaires chez le jeune. On a alerté le ministère de la Santé qui devrait normalement travailler en collaboration avec les différents ministères. Éducation pour sensibiliser et informer, ministère du Commerce. Or, tout repose sur le sou, l'argent et l'économie. Et on voit, au contraire, de plus en plus d'ouverture de fast-food. Qui dit fast-food dit régime déséquilibré. Donc en fait, à l'heure actuelle, rien n'est encore fait. Alors, je voulais simplement appuyer ce que vous avez dit pour le syndrome métabolique. Parce que le syndrome métabolique n'est plus facteur de risque cardiovasculaire multiplié, si vous voulez. Les statistiques disent que, étant syndrome métabolique sans diabète, on est un facteur de risque cardiovasculaire. Être diabétique sans syndrome métabolique, surtout diabétique de type 2, presque 90% des diabétiques de type 2 ont un syndrome métabolique. Et le fait d'avoir un syndrome métabolique associés à un diabète, ils sont encore facteurs de risque multipliés. Le fait d'être diabétique sans syndrome métabolique ont moins le risque de faire de complications cardiovasculaires. Donc vous voyez que le syndrome métabolique est vraiment, il faut vraiment, et même votre remarque, c'est-à-dire il faut essayer de faire bouger d'abord les patients à la consultation. Dès qu'arrive le patient, que ce soit pour une hypertension artérielle ou un syndrome métabolique ou un diabète, le placer en face de vous et le voir en facteur de risque. Placer. Tabac, sexe, antécédents, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut placer le patient et il faut le faire bouger sur le plan du régime et l'activité physique, surtout l'activité physique, parce que nous les médecins on oublie, on ne fait pas bouger le patient. Effectivement, c'est parce que entre eux, c'est pas du tout un effet additif, mais une synergie d'action. Et c'est ça qui fait la gravité du syndrome métabolique. Est-ce que le syndrome métabolique peut être une cause de l'artériopathie des membres inférieurs? Dr Zianit Laknas. Je vous remercie pour votre présentation. La question est la suivante. Est-ce que le syndrome métabolique sans diabète peut être la cause de l'artériopathie des membres inférieurs? Parce que plusieurs fois, j'ai rencontré dans mon exercice médical beaucoup de gens qui ne présentent pas de diabète se font amputer des jambes parce qu'ils ont une artériopathie des membres inférieurs. Alors, à côté du diabète, il y a d'autres facteurs qui prédisposent à l'athérosclérose. À côté du diabète de type 2, les dyslipidémies et l'hypertension artérielle prédisposent à l'athérosclérose. Donc, devant toute artériopathie ou méditerranée des membres inférieurs, vous cherchez
le facteur déclenchant en étiologie. Si ce n'est pas le diabète, est-ce que ce n'est pas l'hypertension artérielle, est-ce que ce n'est pas une dyslipidémie? Donc c'est tous les facteurs qui prédisposent à l'athérosclérose. Je dirai après que l'AOMI, l'AOMI c'est l'artériopathie obligatoirement des membres inférieurs, du diabétique a cependant certaines particularités par rapport à l'OMI non diabétique. Le diabète et les déséquilibres glycémiques sont à l'origine de complications cardiovasculaires. L'hypertension artérielle, la même chose. Le syndrome métabolique, il y a toujours des complications cardiovasculaires. Donc on passe la parole au professeur Bertina qui doit continuer avec les artéropathies oblitérantes des membres inférieurs du diabétique. Et vous avez la parole. Merci, je vais dire AOMI pour ne pas faire plus long, l'artéropathie oblitérante du membre inférieur. Donc c'est l'AOMI du diabétique. Ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que clinique est dans le meilleur témoin et la chute de l'index de pression systolique, qui est le rapport de la pression systolique mesurée à la cheville sur la pression systolique générale mesurée à l'aide d'une sonde Doppler. On s'intéresse à l'hypertension artérielle, à l'insuffisance coronarienne, à l'AVC, mais la OMI, on ne s'y intéresse pas beaucoup. Et pourtant la OMI est fréquente. Et désormais, sa définition est facilitée. Pour l'épidémiologique, l'AOMI est définie par un index de pression systolique. Le parent pauvre des maladies cardiovasculaires et pourtant son pronostic est très réservé. Pourquoi? Parce que l'atteinte des artères périphériques n'est jamais isolée. Quand il y a une atteinte des artères des membres inférieurs, celle-ci est d'emblée associée à celle des autres territoires. Pour cette raison, les artéritiques sont considérés comme des patients à haut risque, mourant le plus souvent non pas de leur AOMI, mais beaucoup plus de l'atteinte coronarienne ou vasculaire, pour que son dépistage et sa prise en charge initiale doivent relever du médecin généraliste. Et on est en train de faire une formation dans ce sens pour sensibiliser un peu le médecin généraliste à détecter précocement et à prendre en charge l'artériopathie oblitérante, notamment chez le diabétique. Associe deux anomalies, athérosclérose et thrombose. La claudication intermittente, quand elle est là, elle est très évocatrice. Est-ce qu'il faut attendre la claudication intermittente pour poser ou plutôt évoquer l'artériopathie oblitérante? Il faut savoir également que dès qu'on met en évidence l'AOMI, un IPS bas est un marqueur puissant de risque vasculaire. Le pronostic est lié aussi bien à l'atteinte locale, donc il est fonctionnel avec le risque d'amputation, que vital. Vital, je l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a une atteinte artérielle périphérique, il y a une atteinte coronarienne et vasculaire cérébrale, vital en raison de cette atteinte qui est souvent la cause de décès précoce de ces patients. Et de ce fait, la prise en charge est double, elle est locale, que dans 3 cas des cas, l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs est asymptomatique. Un patient sur 2 porteur d'une AOMI dans la population générale est asymptomatique et beaucoup plus dans la population diabétique, 2 personnes sur 3. En fait, la prévalence de l'AOMI varie selon les critères diagnostiques retenus. Fonctionnel qui est la claudication intermittente, c'est-à-dire si on attend la claudication intermittente pour faire le diagnostic d'AOMI, cette prévalence est faible, elle est de 1,6%. Par contre, si nous, on va la rechercher, cette AOMI, par la pratique systématique chez le diabétique ou dans une population générale non diabétique, mais qui est un facteur de risque d'athérosclérose, cette prévalence est multipliée pratiquement par plus de 10. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il faut, devant tout facteur de risque qui prédispose à l'athérosclérose, il faut aller rechercher cette AOMI par la pratique systématique de l'IPS. On sait aussi que la prévalence de l'AOMI, toujours avec l'âge, dans les 2 sexes, mais elle semble être plus fréquente chez l'homme. Par contre, la prévalence de l'AOMI, quand elle est recherchée systématiquement, elle augmente également avec l'âge
dans les deux sexes, mais cette disparité homme-femme n'existe plus. Il y a peut-être d'autres facteurs de risque qui rentrent en ligne de compte. Il y a des facteurs de risque qui sont communs à toutes les anomalies artérielles en rapport avec l'athérosclérose. Et on voit que parmi ces facteurs de risque, le diabète occupe la première place. Ce n'est pas uniquement le diabète qui peut être à l'origine d'une AOMI, mais également tous les états d'intolérance au glucose. Il y a uniquement une intolérance au glucose, que ce soit à la palpation des pouls, que ce soit à l'auscultation des artères des membres inférieurs ou bien au niveau des artères carotidiennes. C'est dire que dès qu'il y a une simple diffuse, la prévalence du syndrome métabolique devant certains états de localisation en rapport avec une athérosclérose, on voit que les AOMI ont un syndrome métabolique. C'est dire que différents facteurs de risque vasculaire concourent donc à l'installation de l'athérosclérose et donc à l'installation d'une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs du sujet diabétique, elle a certaines particularités, aussi bien sur le plan épidémiologique, physiopathologique, à la patte, topographique et évolutif. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir que la prévalence de l'AOMI du diabétique est 3 à 6 fois plus fréquente que dans la population générale. L'hémoglobine A1C, il y a une augmentation de 26% du nombre d'AOMI. Toujours en ce qui concerne les particularités épidémiologiques, contrairement à la population non diabétique où il y a une forte prévalence de l'affection chez l'homme que chez la femme, 10 hommes pour une femme, on a une égalisation des prévalences et le sujet diabétique, 2 hommes pour une femme et même peut-être un homme pour une femme. La prévalence de l'artériopathie diabétique en Algérie. Vous savez, diabétique sur 4, donc 4,4%, elle est beaucoup plus fréquente chez l'homme que chez la femme. Et quand on prend comme critère de définition de l'AOMI la média-calcose, cette prévalence passe à 34,8%. La prévalence de l'AOMI selon l'ancienneté du diabète, on voit que ça augmente avec la durée d'évolution, aussi bien prise globalement que si on voit l'analyse séparée chez l'homme et la femme. Donc elle augmente avec l'ancienneté du diabète. Sur le plan physiopathologique, différents ischémies et des anomalies des cellules endothéliales, ces deux anomalies étant le point de départ des phénomènes athérothrombotiques. Parmi ces facteurs, on connaît le rôle néfaste de l'hyperglycémie, auquel se surajoute la présence de la neuropathie, les effets conjugués de la microangiopathie, l'association fréquente et concomitante de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire et pourquoi pas un terrain génétique. Je vais liquider ce dernier facteur. Le terrain génétique, beaucoup de données nouvelles, mais beaucoup d'interrogations subsistent. Est-ce qu'il s'agit réellement d'un terrain génétique ou bien est-ce que c'est une sensibilité individuelle particulière à développer une AOMI? Type périphérique et autonome. Et c'est le type de neuropathie pour conséquence la non-perception de la douleur. C'est pour ça que le sujet diabétique se brûle fréquemment les pieds sans se rendre compte. Et qui dit brûlure dit plaie, dit infection et peut-être avec l'ischémie et dit gangrène et amputation. Et puis, le fait de l'existence de la neuropathie autonome des chaînes d'ouverture des chaînes, on les palpe bien, en dépit d'oblitération authentique. Ensuite, les anomalies circulatoires, microcirculation, microcirculation, il y a des anomalies au niveau du vaisseau, de la paroi vasculaire. Donc il y a un épaississement des troubles homéréologiques avec association fréquente. Et quand il y a cette association, le résultat n'est pas additif, comme je viens de le dire, il y a synergie, des effets délétères entre eux. En ce qui concerne l'hypertension,
L'hypertension est associée, au même titre que le diabète, au développement de l'athérosclérose, et quand elle est là, elle augmente et multiplie le vasculaire, ne sont pas directement établis chez le diabétique porteur d'une AOMI. Cependant, il est toutefois recommandé par consensus de baisser les chiffres tensionnels, et chez le diabétique, il faut baisser les chiffres tensionnels au-dessous de 180, 130, 80 mm de mercure. En ce qui concerne la dyslipidémie, là, on sait, à partir des résultats d'études, que le traitement réduit la morbimortalité cardiovasculaire de 27% et les événements cardiovasculaires de 5 à 55%. C'est énorme. Et ce nombre est inférieur à moins d'1 gramme par litre, même inférieur à 0,70 grammes par litre. C'est la tendance actuelle. Sur le plan anatomopathologique, on sait que chez le diabétique, il y a une association sur des artères de moyen et petit calibre. Et que, ajouté à ça, il y a une atteinte fréquente de la média. Qui dit atteinte de la média, dit rigidité de la paroi, donc existence d'une médiacalcose, et dit médiacalcose dit calcification, qui est souvent associée à l'athérosclérose et qui est sans corrélation avec le degré d'athérosclérose. Sur le plan topographique, l'artériopathie du sujet diabétique est diffuse, bien sûr, mais elle est distale. Et quand elle survient, elle est d'emblée sévère. Donc, puisqu'elle est distale, elle touche les axes de jambes où les artères sont calcifiées avec une distance de calcification dans 30% des cas. Elles intéressent la fémorale profonde, faisant le pronostic quand même local de ces sujets, parce que la suppléance est moins bien assurée et la revascularisation devient délicate. Par contre, notre particularité, c'est qu'il y a un respect fréquent. Particularité par rapport à l'état anatomopathologique. Et ensuite, dès que l'atteinte artérielle est là, il y a une rapidité d'évolution vers les stades les plus puissants de la neuropathie. Il existe une lésion de certains facteurs déclenchants, qui sont l'infection, qui sont le port de chaussures serrées, l'infection ou le traumatisme minique. Tous ces facteurs vont aggraver l'existence de troubles trophiques déjà existants et l'ischémie pourrait être à l'origine des lésions. Quand elle existe, c'est plutôt distale, elle survient au niveau de la plante des pieds. L'existence de pouls perçus par favorisant en présence d'authentiques AOMI donne une certaine fausse sécurité pour le médecin. On examine, ah, il y a les pouls, allez, je passe. Les conditions d'examen et techniques de mesure. Le sujet doit être en décubitus dorsal, au repos au moins pendant 10 minutes, les bras dévêtus, les pieds nus. Le matériel nécessaire n'est pas énorme, il n'est pas coûteux. Il faut un appareil de poche continu, on le voit là, pour placer la sonde tangentielle à l'artère testée, et puis on fait les rapports des pressions obtenues. L'IPS, c'est un examen non invasif, reproductible, rapide, sensibilité et spécificité de plus de 95%. C'est un marqueur de risque vasculaire, permet de poser le diagnostic, de suivre l'évolution des lésions et du traitement des lésions. L'IPS est corrélé à la sévérité des lésions et à la gravité du stade clinique. Devant les formes, ou plutôt les valeurs limites, c'est-à-dire 0,90, légèrement un peu légèrement supérieur à 0,90, on peut avoir recours à l'épreuve d'effort. Cette épreuve d'effort peut utiliser une technique simplifiée ou bien exiger un certain équipement. C'est le protocole de Strandness, et on sait qu'à chaque fois qu'il y a une chute de la pression systolique de 20%, cette épreuve est positive. Donc elle permet, quand on fait un effort en major, le retentissement hémodynamique, et on permet de mieux mettre en évidence le diagnostic d'AOMI. L'AOMI diabétique rend ininterprétable certaines explorations. On sait que l'IPS, quand elle est pratiquée, donne des valeurs plus que la normale supérieure à 1,3, et ceci est le témoin d'une rigidité artérielle. Et cet EPS normal, là aussi, donne une certaine fausse assurance pour le praticien. Et de ce fait, pour évaluer l'état de vascularisation des artères des membres inférieurs, il faut lui préférer deux autres examens.
C'est la mesure transcutanée de la pression en oxygène et la pression systolique du gros orteil ou l'estimographie. Et cette pression systolique du gros orteil permet d'avoir un meilleur reflet de la perfusion distale que la pression systolique de la cheville. Et puisque la classification de une autre classification qui tiendra compte aussi bien de la description clinique que des résultats des examens que je viens de citer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment du diagnostic de l'AOMI chez les patients considérés à haut risque vasculaire, plus d'un patient sur deux a déjà une atteinte autre vasculaire. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'athérothrombose est considérée comme une expression polyartérielle. Et 3/4 des patients avec une AOMI dans l'histoire, dans le registre de Riche, ont déjà une atteinte polyvasculaire. C'est dire que devant toute artériopathie, il faut aller rechercher et explorer les autres axes artériels. L'AOMI est considérée les artères du membre inférieur, elle touche les artères coronaires, elle touche les artères cérébrales, l'aorte et les reins. Le risque coronaire est énorme puisque la maladie coronaire représente la cause principale de mortalité chez le diabétique artériopathe. La prévalence sont asymptomatiques, c'est-à-dire que devant toute AOMI, il faut aller les rechercher. Et l'existence d'une AOMI donc, est un excellent facteur pronostic de mortalité. Le risque artériel, cependant, la prévalence des sténoses carotidiennes asymptomatiques est de l'ordre de 15 à 25%, et qu'elle augmente avec la sévérité de l'artérite. Elles sont asymptomatiques, là aussi, il faut aller les rechercher. Dans le travail de thèse du professeur Zekri sur l'évaluation de l'artériopathie dans la population diabétique, il est retrouvé des plaques asymptomatiques sur les carotides, donc dans plus de 3/4 des cas. C'est énorme. On s'est amusé à comparer la survenue d'athérosclérose diffuse chez les diabétiques porteurs ou non d'artériopathie. Et on s'est rendu compte que l'athérosclérose clinique ou intraclinique est plus fréquente en cas d'AOMI que par rapport à la population diabétique non porteur d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, que ce soit la survenue d'IBM, d'ABS ou bien la recherche systématique des plaques au niveau de l'athéro. Alors, l'AOMI, même asymptomatique, demeure un marqueur qui a un risque moindre ou un pronostic meilleur que l'AOMI symptomatique. Dès qu'elle est là, elle a un pronostic mauvais. Donc quand elle survient, elle réduit de 10 ans l'espérance de vie, elle multiplie par 6 le risque de décès de cause cardiovasculaire et un artériopathe sur 4 mourra d'une complication coronaire ou cérébrale dans les 5 ans suivant le diagnostic. L'AOMI du patient diabétique expose à plus de complications, plus d'amputations, plus de décès. L'AOMI diabétique multiplie le risque de la première cause d'amputation non traumatique dans le monde. Il y a une amputation toutes les 30 secondes chez le diabétique. On estime à l'heure actuelle chez nous le nombre d'artériopathes à 200 000. Comme on sait qu'il y a une amputation pour 5 AOMI, de ce fait il y a 50 000 amputations. L'artéritique meurt de son cœur et non de son artériopathie. En effet, il meurt d'affections cardiovasculaires. Parmi ces affections cardiovasculaires, c'est surtout l'atteinte coronarienne. Et l'artériopathie oblitérante chez les diabétiques s'accompagne d'une coronaropathie dans plus d'un cas sur deux. La mortalité globale est liée à la sévérité de l'AOMI. Plus l'AOMI est sévère, plus la survie est réduite. La survie est inversement corrélée au taux d'IPS. Plus l'IPS est bas, plus la survie est réduite. On a établi un algorithme à la prise en charge ou à la stratégie de dépistage de l'AOMI chez tout diagnostic, interrogatoire, examen clinique, et puis l'existence d'une douleur à la marche ou la disparition de coups
ou bien chez un diabétique, malgré que l'examen clinique est tout à fait normal, un diabétique âgé de plus de 40 ans, ou un diabétique ancien de plus de 20 ans, ou bien s'il existe d'autres facteurs de risque associés au diabète, il faut faire l'IPS. Si l'IPS est supérieur à 0,90, il n'y a pas. C'est le diagnostic d'AOMI. Si l'IPS est supérieur à 1,30 chez le devant toute AOMI asymptomatique ou symptomatique, il faut prendre en compte, à côté du diabète, tous les facteurs de risque cardiovasculaire présents. Pareil du tabac, il faut réduire la surcharge fondation artérielle. Il y a un schéma thérapeutique qui est très bien codifié en matière de prise en charge de l'AOMI en général et l'AOMI du diabétique. Il faut, devant un diabétique présentant une AOMI, il faut prescrire systématiquement un AMI aussi. Et c'est chez les diabétiques que, avec l'étude de Capri, que le clopidogrel a prouvé son efficacité en réduisant de plus de 21% la survenue d'événements cardiovasculaires fatals ou non fatals. On a voulu s'intéresser à l'histoire naturelle de l'AOMI et on sait que sur 100 patients diagnostiqués, il existe 100 patients qui claudient, qui ne consultent pas, et 100 patients qui sont asymptomatiques. Sur les 100 patients artéritiques qui claudiquent, donc qui sont diagnostiqués, certains d'entre eux vont subir des événements locaux et des événements systémiques qui sont non fatals ou fatals à l'origine de décès. On s'est également intéressé à définir certains facteurs pronostiques. Et là, j'ai découvert que plus la mortalité cardiovasculaire est importante. Cela suppose qu'en plus du critère âge, il y a l'association d'autres facteurs de risque associés à l'âge. Que peut-on conclure? C'est que l'AOMI est fréquente, mais la prévalence reste sous-estimée parce que l'AOMI est sous-diagnostiquée en raison des formes asymptomatiques. Un tiers claudique, donc qui vient de consulter, un tiers asymptomatique et un tiers, malgré la présence de signes fonctionnels, ne viendront pas consulter. Comme autre conclusion, c'est que la gravité est mésestimée. Selon certaines études à test, on sait que 13% des artériopathes DS versus 30% des coronariens sont pris en charge selon les recommandations. 13%, ce n'est pas énorme. Ensuite, selon l'étude de Basile, chez les patients en ischémie critique, plutôt un tiers ne prennent pas d'antiagrégants, 2 tiers ne prennent pas de statine. C'est énorme. Et puis, la troisième conclusion, c'est qu'il y a un lourd fardeau socio-économique à venir chez nous. On s'attend à une augmentation de plus de 171% du diabète dans les pays en voie de développement. Et donc, qui dit diabète dit éclosion d'autres facteurs de risque, obésité, hypertension artérielle. Et si la fourchette, la prévalence de l'AOMI est de 10 à 20%, évaluée uniquement sur la base de 10%, on aura largement plus de 350 000 patients diabétiques artériopathes. Et je conclurai en disant, en fait, le diagnostic est facile, c'est l'IPS, mais c'est avec un bon équilibre du diabétique et la prise en charge optimale de l'ensemble des facteurs de risque, on va sauver des vies. Merci. Merci, professeur Firaki, pour cette communication assez riche en informations et assez riche en confrères à profiter de la présence de des questions sur tout le programme. En fin de journée, le laboratoire Saïdal va procéder au tirage au sort de son quiz. Donc, tout le monde qui a participé à la réponse au quiz doit rester pour attendre leur chance. Ah oui, moi j'ai mon. Donc c'est supporté, il n'y a pas de durée de temps. On traite à l'état. Il y a une artériopathie, il faut aller avec le traitement. Je ne sais pas si il n'y a pas une durée de temps et puis s'arrêter.
Ça, c'est une autre prise en charge d'un patient diabétique présentant une AOMI est très bien codifiée. Il y a association d'un anti-agrégant, d'une statine. Je vais confirmer ce point, puisque de toute façon, on a eu un petit souci à Alger. J'ai une collègue, une amie qui m'a dit, voilà, j'ai prescrit le clopidogrel, comme tu m'as dit, et la CNAS ne veut pas rembourser. En fait, c'est vrai, d'ailleurs j'ai même attiré l'attention des laboratoires en leur disant, le clopidogrel, vous avez fait beaucoup de bruit pour le syndrome coronaire aigu, et il le rembourse. Quand vous inscrivez le clopidogrel, vous prescrivez le clopidogrel pour le syndrome coronaire aigu, oui, il est remboursé. Là, il faut juste que la CNAS sache que c'est une indication à part entière pour l'AOMI et même pour toutes les plaques qui se trouvent, qui sont dangereuses dans des territoires particuliers. Cette amie avait une plaque importante qui était mobile au niveau de la carotide interne, et donc elle a mis du clopidogrel, et ça a été refusé. Donc, effectivement, comme a dit Nassera, il y a un consensus pour une ordonnance de l'AOMI, il faut l'appliquer. Que tu optes pour l'aspirine ou clopidogrel, ça te regarde. C'est juste pour répondre aussi à madame, pas uniquement pour le clopidogrel. Dans le comité de remboursement des médicaments auquel j'ai assisté j'en ai fait partie pendant 2 ans, il y a un comité d'experts. Et à chaque fois qu'on soumet un médicament, un produit au remboursement ou non, on établit les clauses. Voilà les conditions, les indications précises pour que ce produit puisse être remboursé. Et ces états sont faits par un comité d'experts. Et c'est fait systématiquement pour chaque produit. La CNAS, c'est un autre problème. Malgré qu'il y ait ça, parce que c'est coûteux, eh bien non, on trouve... Moi, je ne vous cache pas, à la tête de ces... On remet en cause des prescriptions de professeurs chefs de service qui, peut-être eux-mêmes, ont établi ces indications. C'est parce que les choses ne sont pas contrôlées, tout simplement. Systématiquement chez le diabétique. Alors, l'écho-doppler, vous le faites dans le cadre, pas de dépistage, dans le cadre du diagnostic topographique, du diagnostic d'extension, etc. L'IPS seul suffit pour dépister l'artériopathie oblitérante. L'artériopathie, vous n'arrêtez pas ici. Vous devez savoir quelle est l'artère qui est bouchée, à quel stade elle est bouchée, est-ce qu'il y a d'autres territoires bouchés, etc. Effectivement, vous faites l'écho-doppler. Maintenant, pour le dépistage seul, c'est pas la peine de faire l'écho-doppler. Est-ce que l'association des anti-agrégants plaquettaires à titre préventif chez les... La deuxième question, est-ce que les contraceptifs oraux ne constituent pas un facteur de risque? En systématique en prévention primaire, donnerait de l'aspirine. Le diabétique est un sujet à risque cardiovasculaire élevé. Je l'ai dit tout à l'heure, l'anti-agrégant plaquettaire fait partie de certains hypertendus, notamment les hypertendus diabétiques. Donc, j'ai répondu à la question, oui, l'anti-agrégant plaquettaire. La contraception orale. La contraception orale, c'est plus un facteur de risque de thrombose veineuse que de thrombose artérielle, mais tout ce qui touche le territoire vasculaire, oui, c'est-à-dire, c'est pas une contre-indication absolue. Mais si c'était une thrombose veineuse, c'est une contre-indication absolue. Je voudrais revenir sur l'IPR. Facile et abordable afin de dépister l'AOMI. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de votre part, parce que bon, en généraliste, personne ne le pratique. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire des stages pour les médecins généralistes? Bon, le matériel, je pense qu'il ne coûte pas cher. Alors, faire ce stage-là afin de pouvoir dépister, parce qu'on a vu que les chiffres de dépistage pouvaient peut-être sauver les malades à temps et le diagnostiquer à temps. Oui. L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, et il doit être à la portée de tout le monde, et notamment du médecin généraliste. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de faire comme ça une campagne de sensibilisation. Le matériel n'est pas coûteux, c'est un petit Doppler de poche. Il fait 6 à 8 millions de centimes, donc c'est pas cher du tout. Quant à former, oui, on a commencé à former. On a fait une formation
des gens, on a fait peut-être une 50aine de personnes au centre, autant à l'ouest et autant à l'est. Et ces gens formés vont généraliser cette formation. Je pense que la pratique de l'IPS doit être au même titre qu'une prise de l'attention. C'est une prise de dépression. Donc prendre une attention, ça prend 10 minutes de temps. C'est tout. Et ça doit être pratiqué de manière systématique, en plus de l'examen clinique du pied, tout ça, faire l'IPS systématiquement, qu'il y ait ou non anomalie, interrogatoire, examen physique, je fais l'IPS systématique. On est en train de former des gens dans ce sens. Sur les 4 communications de ce matin, de cette journée plutôt, du diabète, en passant par l'HTA, le syndrome métabolique et l'AOMI, on a assisté à la répétition d'une multitude de facteurs de risque et les hormones sexuelles, qu'ils soient chez la femme ou chez l'homme, n'ont pas eu de place dans ces communications. Elles n'ont été citées ni comme facteurs protecteurs, ni comme facteurs prédisposants. Est-ce qu'elles n'ont pas de place dans toutes ces pathologies, s'il vous plaît? Bon, moi, je peux répondre aussi, c'est bien sûr qu'elles ont leur place. Ce sont des artères comme n'importe quelle artère. Vous avez entendu parler de la dysfonction érectile. L'athérosclérose bouge toutes les artères, donc il y a eu des problèmes au niveau des artères génitales. Donc, bon, c'est vrai qu'il fallait peut-être faire une petite conférence sur la dysfonction érectile. Peut-être la prochaine fois, on ne pouvait pas tout faire. Si, elles ont leur place. Et comment? Bien sûr. Je crois que dans ce même ordre d'idée, le professeur Benvenat a moins de risque d'AOMI par rapport aux hommes. C'était le facteur hormonal protecteur pour la femme, si j'ai bien compris. Dans la population générale, mais après, peut-être c'est les hormones féminines qui est protégée dans la population générale, mais cette mise en évidence, c'est le sujet diabétique. Il faut peut-être un petit peu reconsidérer les choses et voir, c'est peut-être l'existence d'autres facteurs de risque associés, l'adjonction concomitante d'autres facteurs de risque associés chez le diabétique, peut-être plus importante dans la population féminine, qui faisait que les prévalences égalisaient hommes-femmes. Sur le syndrome métabolique. Dans le syndrome métabolique, on a parlé de la sédentarité et on a parlé de l'obésité qui était à l'origine de ce syndrome métabolique. Maintenant, est-ce qu'en plus de l'activité physique et en plus du régime hygiéno-diététique, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter un traitement qui favorise, disons, l'amaigrissement, la diminution de cette obésité? Par exemple, la metformine. La metformine, est-ce qu'elle ne peut pas aider l'obèse à diminuer un peu de son poids et à diminuer aussi l'intolérance au glucose? Est-ce que la metformine a un rôle dans le syndrome métabolique? Elle peut aider. Oui, la metformine, oui, elle a comme effet de faire décrire un petit peu le sujet quand elle est prescrite chez le diabétique. La prescrire au cours du syndrome métabolique, non, on n'est pas en droit de le faire parce qu'elle n'a pas l'AMM chez le sujet présentant le syndrome métabolique. Donc on n'est pas en droit de le prescrire. Sauf si... Il faudrait que la metformine puisse trouver son indication. Sinon, dans tous les autres états, elle n'a pas l'AMM et vous n'êtes pas en droit de la prescrire. Il y a d'autres moyens. Si elles ne sont pas diabétiques, je vous dis, s'il y a un problème quelconque, le praticien en subira les conséquences. Parce que alors, il y a peut-être les sujets qui font un état pré-diabétique. Sur obésité, oui. Mais chez les sujets qui ont une tolérance glucidique normale, je vous dis une fois de plus qu'on n'est pas en droit de le faire. Uniquement donné dans le but de faire maigrir le patient cette indication. Pour cette indication, la metformine n'a pas l'AMM dans le syndrome métabolique, non. Oui. Concernant la stérilité pour les ovaires polycystés,
C'est l'indication de l'entreprise. Oui. Bon, concernant... Ça prévenait les diabètes chez les états prédiabétiques. Mais en Algérie, comme l'a expliqué le professeur Michilevski, il n'y a pas d'AMM. Certains médecins le donnent sans AMM. Aux États-Unis, ils ont l'AMM pour les prédiabétiques, les sujets prédisposés à haut risque de faire le diabète. Et il ne faut pas oublier un élément important. Avant de tester le médicament, le plus important, c'est les mesures hygiéno-diététiques. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas avoir la cachette facile de prescription dans la prévention, par exemple, du diabète, allant dans le sens de la metformine. Il faut insister sur l'activité physique et une alimentation bien équilibrée. La place de la médecine parallèle. Là, on est des scientifiques et on a l'obligation de faire des formations. Et quand on fait des formations... ...de telle ou telle plante dans telle ou telle pathologie. Moi, je gère un service d'hématologie et médecine interne et j'ai eu d'authentiques aplasies médulaires parce que le sujet a interrompu le traitement de son diabète ou de son hypertension artérielle et qu'il a... Attention, il est prouvé l'efficacité de certains médicaments, oui. Mais est-ce qu'on est en droit, nous, d'accepter et de prescrire ça? Ou même si on ne le prescrit pas, est-ce qu'on est en droit d'accepter? Très souvent, les maladies, ah oui, j'ai baissé le nombre de comprimés ou les doses d'insuline parce que parallèlement, je consomme tel ou tel. Non, je crois qu'il faut taper fort. Arrêtons. Parce que les effets secondaires sont imprévisibles, on ne les connaît pas. Les risques d'être irrécupérables. Ma position. Parce qu'il y a pour l'état de préhypertension, quelle est votre conduite à tenir devant ces états-là? D'abord, je vous remercie pour cette question de 2003. Il a été établi par les Américains. Comme je l'ai dit ce matin, les Européens parlent, par précaution, parlent de tension normale haute. Et les 3 points essentiels à dire par rapport à cette préhypertension, c'est qu'elle est fréquente, c'est qu'elle augmente le risque de devenir hypertendu, et c'est que déjà à ce stade, il y a des lésions d'athérosclérose qui s'installent. Donc c'est un état qu'il faut prendre en considération. Maintenant, bien sûr qu'on ne va pas généraliser le traitement à cette catégorie de population. On l'a vu dans les recommandations de 2007, donc on n'hésite pas à traiter lorsqu'il y a des facteurs de risque associés ou des pathologies associées. Mais je ne sais pas si je peux schématiser à l'extrême, toute proportion gardée. C'est comme si toute proportion gardée. Hein. Donc c'est comme les lésions précancéreuses. Ce n'est pas des cancers, il faut faire attention, il faut les surveiller, les traiter, les prendre en charge d'une manière adéquate pour éviter l'apparition et se focaliser sur cet aspect, les prendre en charge, pas forcément sur le plan thérapeutique, mais justement l'idéal, c'est de prendre en charge ces patients dès qu'ils soient au stade de préhypertension, soit dès qu'ils répondent à la définition de l'hypertension, mais avant en tout cas que ne s'installe l'atteinte des organes cibles et les complications majeures. Donc l'atteinte des organes cibles et les complications majeures, la question reste, pour les complications majeures, c'est sûr que c'est trop tard. Pour l'albuminurie, témoigne déjà d'une dysfonction endothéliale, d'un risque de mortalité, en particulier chez le diabète. Donc l'idéal, c'est d'agir toujours le plus tôt possible dès que s'installe l'hypertension artérielle. Et la préhypertension est à surveiller de près parce que justement, peut-être qu'on traitera précocement le patient hypertendu. J'espère que j'ai répondu à votre question. Une dernière question, Dr Blab. Là, il a été démontré qu'en dehors du traitement d'efficacité, il a été démontré quant à l'utilisation de ces produits. Donc il ne faut plus les utiliser.
certes, vous pouvez les voir utilisés par certains, même de nos jours, mais sachez que ceux qui les utilisent doivent les utiliser pendant un laps de temps très court. On peut les donner à la phase aiguë, devant une artériopathie donc oblitérante des membres inférieurs. On peut les donner pendant la phase inflammatoire, pendant la phase aiguë. Ils ont un effet de vasodilatation artérielle, et donc, mais au-delà de 3 semaines, 1 mois, ça ne sert à rien de les garder. Donc, en fait, oui, ils n'ont aucune place. Praxilène, etc. Ainsi, nous arrivons au bout de notre programme scientifique de cette journée. Je remercie encore nos honorables professeurs et je passe la parole au président de la CMPC, Dr Belkhalid. Je tiens à remercier nos hôtes, les professeurs Bentenatki, le professeur Azmani, le professeur Lounissi et le professeur Bouali, qui nous ont honoré de leur présence. Et pour la prestation scientifique qui était, je pense, à mon avis, excellent, élevé. Donc c'est à leur honneur. Et pour 2008-2009, il va se poursuivre. La prochaine journée de formation médicale continue portera le thème, portera sur la grossesse à haut risque. C'est un thème qui a été demandé par beaucoup de confrères. Vous vous rappelez, lorsqu'on a remis les fiches de vœux, à la fin de la journée portera sur la grossesse à haut risque. Et probablement, elle sera programmée vers le mois d'avril, parce qu'avant, il y aura les élections, la campagne électorale, tout ça. Donc, on n'aura pas la possibilité d'organiser quoi que ce soit. En février, Inch'Allah, l'association travaille sur un colloque international sur l'Ijaz Tarbi. Donc, Hada, c'est l'événement sur lequel on focalise nos efforts actuellement. Et les confrères intéressés peuvent s'inscrire ou s'informer sur ce colloque. Et je vous remercie tous pour votre patience et pour votre présence. Et, je laisse la place aux représentants du laboratoire Saïda pour annoncer les résultats du quiz. Merci. Avant de passer au tirage de notre présence aujourd'hui, donc du groupe Saïdal, donc remercier en mon nom et au nom du groupe Saïdal les organisateurs de cette journée, à savoir l'association médicale privée de Chrif et tous les communicants d'aujourd'hui, notamment le professeur Benflatri, professeur Othmani, professeur Ounissi et professeur Boualé, de leur excellente communication, voilà, et de nous faire profiter de leur savoir. Donc là, on peut passer maintenant au son. Oui, alors il faut savoir que sur 100 participants, donc 100 quiz remis ce matin, il y a eu 60 récupérés et on a pu avoir 24 réponses justes. Donc on va procéder au tirage au sort. مغربي مهدي مغربي مهدي مغربي مهدي مغربي مهدي أكو شياح فاطمة الزهراء Alors, Goulam Mohamed. Son cadeau sera remis par le jus de 5 glucomètres qui seront remis aujourd'hui aux gagnants.
Attends. Ça y est. C'est bon. Attends. Merci. Tu quoi? قصة ذكية. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette journée. Donc, au mon nom et au nom du groupe Saïdal, je souhaiterais vivement à remercier tout le monde de votre présence. Merci. Il n'y a aucun problème. Parce qu'il y a des gens qui toutes les questions sont. Les herbes, c'est brut. C'est brut. C'est-à-dire, je crois que le problème, c'est que personne ne soit distillé, c'est brut. Mais les herbes, c'est brut. Certainement, il doit y avoir des trucs. Mais il n'y a pas eu de pour les combats. Quand le terme combattre, c'est pas la même. C'est pas le pouvoir public. Vous avez rencontré des gens qui ont. C'est pas parce que vous êtes devant moi, mais je n'ai jamais fait des communications comme ça. C'est explicite ou c'est pas clair. Merci.